Donc c'est un vaste sujet, vous imaginez bien qu'en 40 minutes ça ne sera pas possible. Enfin, le but du jeu est quand même finalement de vous brosser à grands traits cette crise qu'on entend régulièrement, cette crise du modèle d'intégration. Et finalement, cette crise du modèle d'intégration, elle vous interpelle directement, puisqu'on est en plein dans le cadre de cette pensée du postmoderne, de cette pensée de la fin des cadres collectifs, puisque l'intégration, c'est aussi la volonté de vivre ensemble. C'est le plébiscite de tous les jours, comme le disait Ernest Renan, pour définir l'identité nationale française à l'époque. C'était au XIXe siècle, et mine de rien, c'est une conception qui continue d'une certaine manière à nous travailler. Tout ce débat aujourd'hui qu'on a sur l'identité nationale, c'est aussi un débat sur qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qu'appartenir à un pays comme la France. Est-ce que nous avons un système politique, un système social réellement différent? Est-ce qu'on est... Vous savez... Cette question de l'intégration, finalement, on la retrouve chez Ernest Renan, mais c'est cette opposition classique avec une France éternelle, une France culturelle, une France de toute éternité. Et mine de rien, derrière tout ça, se crée aussi une définition de qu'est-ce que c'est qu'être dans une société, qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen, qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une nation, qu'appartenir à une communauté. Et donc quand on travaille sur la crise des repères collectifs, clairement l'appartenance nationale ou la volonté d'être français, la volonté d'appartenir est la première réponse. Et comme vous le savez également, ces questions-là sont des questions qui sont extrêmement débattues, particulièrement depuis 5-6 ans. Depuis le 11 septembre, naturellement, mais aussi depuis la crise des banlieues dont je parlerai tout à l'heure, la question des caricatures de Mahomet, par exemple, parce qu'après tout, énormément de ces débats tournent autour de la compatibilité d'une religion particulière avec notre modèle social, avec notre modèle politique, avec notre modèle de vivre ensemble. Et juste pour vous donner un exemple, histoire de situer le débat, en 2003, Ipsos sondait les Français sur la compatibilité des valeurs de l'islam avec les valeurs de la République française. Vous aviez 62% des Français qui répondaient qu'elles n'étaient pas compatibles. Donc on voit bien derrière toutes ces questions que c'est aussi la question de la pluralité derrière qui se pose, avec notamment cette question du communautarisme dont tu voulais qu'on débatte aussi aujourd'hui, et donc j'y reviendrai également. Mon exposé sera probablement un peu fouillis, mais bon, c'est mieux pour l'interaction justement, comme ça vous pourrez m'interpeller. Mais d'abord, je vais revenir sur. En fait, je n'ai pas parlé que de la crise des banlieues telle qu'elle a pu être vécue par les acteurs de cette crise, par les gens vivant dans les zones urbaines sensibles, mais également de ce qu'elle a fait dans l'opinion, de ce qu'elle a fait en France, comment elle a été reçue. Car après tout, et c'est probablement la grande thèse que j'essaierai de vous développer et j'essaierai de vous convaincre, quand on parle de crise du modèle d'intégration, il faut également se demander dans quelle mesure c'est pas la société en son ensemble qui a du mal à penser l'intégration et non pas les personnes à intégrer. Car l'intégration est avant tout un processus double. C'est un processus d'incorporation de la part des immigrés, des enfants d'immigrés, mais c'est également un processus d'acceptation de la part de la société globale. Et cette crise des banlieues, en soi, elle a fait quelque chose à l'opinion et on en ressent encore les stigmates, on en ressent encore les répliques aujourd'hui dans la France de l'avant 22 avril, dans la France qui s'apprête à voter. La crise des banlieues, elle a créé ce qu'on peut appeler une crispation dans l'opinion. Une réelle crispation hexagonale centrée sur ces questions justement de l'intégration des jeunes, du tissu urbain, etc., etc. Pour bien comprendre cette crispation, on avait eu la chance, j'ai référé la plupart du temps à 3 enquêtes différentes, plus le baromètre politique français, vous aurez plus de détails avec Bruno, mais les enquêtes auxquelles je réfère sont une enquête qu'on a appelée RAPFI, une enquête Cevipof dirigée par Sylvain Brouard et moi-même,
portant sur les Français d'origine maghrébine, africaine et turque, avec un échantillon miroir sur l'électorat en général. La deuxième enquête auquel je référerai est une enquête qu'on a eu l'occasion de faire environ un mois après la crise des banlieues, grâce aux services d'information du gouvernement. Et la troisième est l'enquête Zone urbaine sensible qui a eu lieu en juin 2006 auprès d'un échantillon représentatif de personnes habitant donc dans les zones urbaines sensibles, dans les quartiers. Et mine de rien, ces trois enquêtes nous permettent de comparer pas mal de choses, de comparer différentes populations et de voir les choses selon différents angles. Et le premier, c'est celui de l'angle de l'opinion en général. Quand je parlais de crispation hexagonale, il faut voir qu'entre avril 2005, quand a eu lieu l'enquête RADFI et donc son enquête miroir, et décembre 2005, donc un intervalle de 6 mois, la proportion de gens qui considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France a monté de 15 points, passant de 49% à 64%. La proportion de gens qui considéraient que la France a une dette envers ceux qui viennent de ses anciennes colonies a baissé de 12 points, passant de 64% à 52%. Donc on voit bien que la question de la crise des banlieues, les émeutes, les voitures qui brûlent, ont interpellé la société française et l'ont notamment interpellé autour de la question de l'intégration, autour de la question de l'immigration, autour de la question du multiculturalisme. Et pour preuve, on peut se référer en fait à la manière dont les gens ont pensé ces émeutes, quelles sont les causes. Et là, on voit bien comment l'opinion, par exemple, se partage entre une France de droite et une France de gauche, pour schématiser. La France de droite a considéré que ces violences ont d'abord été le fait de délinquants, d'islamistes et de mafias. Pour eux, les causes de cette flambée de violence s'expliquent par la montée du repli communautaire, par la volonté de l'islam de montrer ses forces, par la perte d'autorité des parents, par l'immigration. La France de gauche n'est pas exempte de cette lecture migratoire, soyons clairs. Simplement, c'est une France qui reste marquée, et en soi c'est extrêmement important, qui reste marquée par l'anxiété sociale. Et ça va souder les différentes parties de la gauche anti-immigrée, la gauche pro-immigrée, par cette lecture du social. La première raison pour laquelle les banlieues brûlent, c'est le chômage et la précarité. Si les banlieues se sont embrasées, c'est avant tout à cause de Nicolas Sarkozy, puis de la télévision. Les raisons de fond sont la perte d'autorité des parents, ce qui fait un point commun avec la France de droite, mais c'est à chercher également dans les discriminations, l'attitude de la police et la non-présence du politique dans les quartiers. Donc on voit bien qu'un certain nombre de choses se passent. On voit bien en quoi ça interroge finalement comment la crise des banlieues renvoie à l'ensemble des problématiques, l'ensemble des doutes, des anxiétés qui traversent notre société. D'une part, la perte, l'impression que notre modèle social s'est délité, qu'il ne protège plus, qu'il est attaqué, et d'autre part, l'impression que nous sommes en train de traverser une crise de l'identité, une crise du vivre ensemble, et cette crise de vivre ensemble, pour un certain nombre de Français, elle passe par la question migratoire. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est de voir en fait le décalage entre d'une part cette opinion en général et d'autre part les gens qui ont vécu, qui étaient au plus près de cette crise des banlieues, qui ont vu des voitures brûler, donc les habitants des zones urbaines sensibles. Et là on se rend compte qu'avec la même question, certes mesurée à 6 mois de retard, on obtient des résultats totalement différents. Et ça nous apprend aussi beaucoup sur la manière dont on se voit, la manière dont on se perçoit, la manière dont on considère la société. D'une certaine manière, les habitants des zones urbaines sensibles ne sont pas exempts d'un certain nombre de crispations. Il y aura le même niveau d'autoritarisme dans les zones urbaines sensibles que dans la population française en général. D'ailleurs, par exemple, le taux de personnes qui considèrent qu'il faut rétablir la peine de mort est aussi fort dans les banlieues que dans la population en général.
l'impression qu'il y a trop d'immigrés est tout aussi forte dans les banlieues que dans la population en général. Et pourtant, on se rend compte que cette lecture par l'immigration, par le défaut d'intégration, elle est beaucoup moins sensible de la part des habitants des zones urbaines sensibles. Ils sont confrontés à l'immigration au quotidien, ils sont confrontés à la violence au quotidien, mais pour eux, les principales causes de ces violences, c'est la perte d'autorité des parents. Donc là, il y a une espèce de consensus, mais c'est aussi et avant tout les discriminations envers les jeunes, le chômage et la précarité, le retrait du politique, et beaucoup moins, mais alors vraiment beaucoup moins, les questions sécuritaires et d'immigration. Si la police est mentionnée, c'est plus dans son attitude hostile à l'égard des jeunes que comme une non-présence dans les quartiers. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent et on voit bien en fait comment un certain nombre de débats, par exemple, vont colorer notre manière de voir le monde. Et quelque part, ça rappelle ce qui s'est passé en 2002 sur l'insécurité. On a énormément parlé de l'insécurité. Et il y a en fait deux histoires derrière l'insécurité. Il y a une histoire, on va dire sociotropique, c'est-à-dire de prise en compte de la société telle qu'elle est. Les gens étaient persuadés qu'il y avait un problème d'insécurité en France, clairement. Et donc, ils voulaient voir la situation changer. Le problème étant que quand on regarde en fait de près qui se sent en insécurité, on se rend compte combien ce sentiment est un sentiment finalement subjectif et non pas objectif. Et ça nous apprend donc pas mal de choses sur comment nous pensons. Vous vous rendez compte que des Français qui vivent à Paris, Lyon et Marseille se sentent tout aussi en insécurité que des gens qui vivent dans des villages de moins de 3000 habitants. Le premier déterminant du sentiment d'insécurité, ce n'est pas de vivre dans un endroit oxygène, c'est avant tout les prédispositions de l'individu. Et pour vous donner juste un exemple, ces habitants des zones urbaines sensibles qu'on a sondés, ils se sentent en insécurité, un peu plus que le reste de la population. Mais selon qu'on vous considérez qu'il y a trop d'immigrés ou pas, ils sont confrontés aux mêmes conditions criminogènes. Si vous considérez qu'il y a trop d'immigrés en France, vous vous sentez en insécurité à 67%. Si vous considérez qu'il n'y en a pas trop, vous vous sentez en insécurité à 24%. Ce qui démontre bien, en fait, à la fois la part de crispation, mais également la part de subjectif, et donc la part de peur collective qu'on peut retrouver. Donc derrière tout ça, il y a cette question d'identité. Il y a cette question du modèle d'intégration. Est-ce que la France va vraiment mal ? Est-ce que notre modèle, finalement, est en perte de vitesse ? Est-ce que la volonté de vivre ensemble est réellement pas foutue en l'air, mais n'existe plus ? Est-ce qu'on est, comme certains le pensent, dans une logique où on va vers du communautarisme, c'est-à-dire une volonté de rester entre soi et de ne plus se référer à l'ensemble de la société, à ne plus adhérer à l'ensemble de la société ? Est-ce qu'on ne veut plus réussir ? Est-ce qu'on ne veut plus contribuer collectivement ? Est-ce qu'on se retire entre soi, entre groupes d'appartenance, ou est-ce qu'on est encore capable d'aller vers l'autre ? Et pour ça, je vais référer à un certain nombre de choses, et notamment à ces Français issus de l'immigration dont on parle tant, dont on dit tellement de choses. Oui.